Alors, Mohamed, pourquoi cette inflation dans la recherche identitaire? Oui, oui, c'est vrai qu'il y a une inflation. Et en même temps, c'est mouvant. C'est mouvant. Bon, alors, d'abord, ce n'est pas nouveau. Vraiment, ce n'est pas nouveau. Dans des identités stables, qui ne sont pas mouvantes, sont celles des sociétés stables. Et dès qu'il y a instabilité dans l'identité, il y a forcément quelque part une instabilité dans la société. Mais pas simplement dans la société. Parce que dans la société, les identités ne sont jamais vraiment problématiques. Dans la société, l'identité, bon, elle sert à relier un individu, un être, à quelque chose de significatif. D'abord, c'est le nom. C'est le prénom. C'est l'environnement immédiat, familial. On s'appelle, on a tel nom de famille, on a tel prénom à l'intérieur de la famille. C'est à la fois l'identité joue comme un différentiel pour désigner la personne et une espèce de lien pour désigner la relation de cette personne avec différents niveaux de la société, la famille, le clan, la tribu, le quartier, le club, puisqu'on devient chimiste. Voilà. Puisqu'on devient un tifosi, puisqu'on devient... Bon. Et donc ces identités, quand elles sont au niveau social, elles désignent toujours un lien, ce qui nous ramène à quelque chose, à un fondement, à un arrière-fond de notre personnalité. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, l'identité, elle est labile. Elle n'est pas simplement mouvante, elle est mobile. Donc, forcément, quelqu'un va aller au Pakistan, là, ils ne connaissent pas bien l'Algérie, bon, il ne va pas lui dire je suis Belcourt. Il ne va pas lui dire je suis Ksbadji. Il va lui dire je suis algérien. Il ne me dit pas je suis Chaoui, je suis Kabyle, je suis Msirdi, je suis Neilé, je suis Targui, je suis Mouzabit. C'est un Trottal, il ne va pas savoir s'il ne connaît pas cette géographie. Donc on va dire je suis algérien. Et donc non seulement c'est mouvant, c'est mobile, mais c'est également hiérarchisé en fonction de la communication avec qui on va parler. Avec qui on va parler, donc qu'est-ce qu'on va lui dire pour lui permettre de nous reconnaître. Donc si nous sommes des Algériens, et bon, on se rencontre, on est en train de discuter, et c'est bien agréable entre nous de discuter, on s'entend. Et la phrase peut faire qu'elle terminée, qu'elle est bête. Et là, il donne le lieu avec précision. Admettons qu'il vient d'un lieu non connu du pays chéri, mais il va dire chéri. Et comme ça, il va être reconnu. Donc c'est à la fois l'identité, elle renvoie à un lien social, mais elle donne une reconnaissance. Elle n'est pas simplement une reconnaissance de type social. L'identité, elle peut recouvrir également un énoncé sur les valeurs. C'est-à-dire, quand on dit, par exemple, des jeunes, que le Had c'est un Algérien, ils ne le disent pas parce que, pour dire qu'il est algérien, je veux dire le territoire, la nation, la société, ils le disent pour dire là. Voilà, c'est-à-dire qu'il a des valeurs viriles,
Et donc ça renvoie à des valeurs. Donc une identité, c'est non seulement un lien social, c'est mouvant, c'est mobile, c'est hiérarchisé, c'est aussi une allégorie. Alors, le mot exact m'échappe pour l'instant, c'est une métaphore. Voilà, une identité peut être une métaphore. Alors, bien sûr, les identités jouent toujours, presque toujours, ce rôle de métaphore quand il s'agit de l'autre, d'autrui. Par exemple, dans le langage européen, quand on a commencé à parler de Levantin, ça vient du mot Levant. Le Levant, c'est-à-dire l'Est, donc c'est quelqu'un qui vient du Levant. Bon, mais au fur et à mesure, on s'est aperçu que le contenu réel du terme Levantin ne signifie plus celui qui est né à l'Est, c'est-à-dire celui qui vient du Levant, mais c'est quelqu'un qui n'a pas une belle morale, qui est roublard, qui est menteur, qui veut te vendre des objets, etc. Et donc le Levantin, c'est devenu la métaphore des gens qui sont tortueux. Mais le mot arabe aussi. Le mot arabe aussi. Quand il a commencé à être utilisé dans la bouche des Français notamment, mais des Européens en général, le mot arabe, ça renvoyait à un certain nombre de signifiants méprisants. Quand nous sommes ici en Algérie dans le colonialisme, bon, d'abord, le mot arabe, nous étions des Arabes, c'est pas nous qui avons décidé des Arabes. C'est les Français qui ont décidé que nous étions tous des Arabes. Tout le monde. Et dans cette désignation, il y avait l'indistinction. C'est-à-dire nous n'étions pas éligibles à être distingués en tant que personnes différentes. Pas simplement en tant que personnes différentes, en tant que groupe, si tu veux, ethno-culturel différent. Ah, dans l'autodésignation, peut-être que les gens se disaient Mozambique, Targui, Soufi, Neili, Kbaili, Chaoui, Sirdi, voilà, les Dzir et ça. Non, non. Même cette distinction assez large, assez pas très fine, ne nous était pas permise par l'occupant. Nous étions des Arabes. Bon, sur le plan de l'état civil, on n'était pas des Arabes. On était des musulmans, parce qu'ils étaient obligés de mettre français. Donc il ne va pas mettre français arabe, il va mettre français musulman. Et puis comme le besoin se faisait sentir, moins bien qu'avec les Anglais, mais c'est les Français, c'était comme ça, quand les Français étaient comme ça, c'était la division. Donc on retrouvait les identités particulières, non pas pour nous désigner comme une particularité, une personnalité culturelle, non, mais c'était pour la division. Et donc l'identité, si c'est un lien social, si elle désigne une appartenance, l'identité est toujours à opposer à un regard différent entre. On dit qui on est. On dit qui on est. Mais dans la réalité du monde, depuis le voyage de Christophe Colomb, essentiellement. Mais ça a commencé avant, ça a commencé avec les premières croisades. Ceux qui nomment le monde, ceux qui donnent l'identité, ce sont les puissants. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas dans l'idée d'aucun colonisé du tiers-monde, d'Asie, d'Afrique, à l'époque coloniale, de désigner lui l'identité des autres. Parce que l'autre, c'était lui. Il n'y avait qu'un autre. C'était lui.
l'indo-chinois, le chinois, l'africain, l'arabe, le musulman, etc. Et ils étaient dans la position d'être nommés. Et non pas dans la position de nommer les autres. Bien sûr, ces positions de domination de l'Europe, et sur tous ces pays, c'était une structure conflictuelle. C'est une structure de domination, mais conflictuelle. Et donc, les coloniser, les raciser, les dominer, allaient également nommer les autres. Mais ce n'est pas la masse de coloniser, de raciser qui allait nommer les autres, c'est les élites. C'est les élites qui allaient désigner les autres. Et ils vont les désigner, en général, c'est l'Occident, c'est le camp chrétien, c'est dans un rapport de miroir. Alors les gens qui veulent déterminer leur identité, il faut d'abord qu'ils sachent que nous sommes dans une époque où la détermination de l'identité ne relève pas de l'autonomie, mais de l'hétéronomie. L'autonomie, c'est la norme, l'autonomie, c'est la norme qui est déplorée par nous-mêmes, l'hétéronomie, c'est les normes qui sont désignées par les autres. Or, l'identité, j'ai parlé, lorsqu'elle renvoie des valeurs, un Algérien, c'est quelqu'un qui est viril, qui est courageux, ou là, qui affronte, ou là, qui est tendre, ou là, qui est généreux, ou là, qui ne laisse pas les gens tomber, etc. Et ces valeurs, c'est un ensemble de normes. Alors, dans le monde actuel, ceux qui disent la loi morale, ceux qui disent la norme, c'est pas nous. Ce sont les autres. Alors pourquoi il y a dans ce rapport global, il y a un répondant local, un répondant territorial. Et le répondant territorial, du point de vue de l'identité, c'est que toutes les identités dont on nous affable sont des identités dégradantes. Le noir, l'arabe, et puis maintenant le musulman. Avec ce qu'il y a derrière comme travail du sens. Comme travail du sens, même si la naufrangue à dire qu'ils ont inventé a apparemment atténué les choses. Bon, quand une femme de ménage, on m'appelle technicien de surface, moi je prends. C'est vraiment un essai. C'est bon, pour ne pas dire femme de ménage, c'est-à-dire pour ne pas désigner une position d'inégalité sociale. Ça, c'est qu'on gomme. On ne dit plus noir, les nègres, on dit black. Parce que si on dit noir ou la nègre, ça on les renvoie, voilà, c'est le noir, il est noir. Il n'y a absolument aucune valeur dégradante à être noir, ou à être jaune, ou à être arabe, ou à être musulman. Mais c'est le contenu historique qui s'est accumulé dans le pouvoir de dénommer l'autre. Chez le nominé, celui qu'on a nommé, il y a crise. Et la crise, c'est Fanon qui en a le mieux parlé, à travers le complexe de coloniser, le raciser, le dominer, le coloniser, l'exploiter, l'écraser. Dans la phase première, qui est celle de la réaction à celui qui le domine, la première, c'est le déni. Il n'existe pas. C'est le détournement, le contournement. On ne le voit pas, et puis bon, même s'il est puissant, même s'il est fort, même s'il est... Dieu est plus fort.
Voilà, il y a des forces qui sont plus fortes que lui. Si c'est pas Dieu, c'est un autre pays. Ce qui me rappelle d'ailleurs que quand Guillaume II a fait la guerre aux Français, Guillaume II est devenu pour les Algériens Haj Guillaume, mais pas uniquement pour les Algériens. Il y a quelqu'un de plus puissant, je vais dire de point de vue terrestre, ou puissant qui nous opprime. La deuxième réaction, au niveau de réaction du racisé, colonisé, etc., c'est de s'en prendre à son congénère. D'accuser son congénère de la condition dans laquelle le dominé se trouve. Et ça, c'est important. C'est cette deuxième phase qui est la clé de la compréhension des crises des identités. C'est que Fabre explique que le noir, il va traiter le noir de noir, mais c'est ta faute si on est comme ça. T'es pas intelligent, t'es pas civilisé, t'es pas. C'est l'arabe qui va accuser l'arabe, et tu es sale, tu es voleur, tu es menteur, tu es. Et le musulman va le dire aux musulmans, et ainsi de suite. Mais le chinois va le dire aux chinois, il n'y a pas de problème, hein. Le vietnamien va le dire aux vietnamiens. Alors, ils s'en prennent à son congénère. Et donc cette deuxième phase, qui est une phase massive, c'est-à-dire qui atteint les gens dans leur nombre, dans leur majorité. Il y a une troisième phase. Hein. Dans la troisième phase, c'est quand parmi les racisés, colonisés, exploités, il y a une élite qui commence à comprendre que celui qui est en face de lui, ce n'est pas une puissance immatérielle, ce n'est pas non plus qu'une puissance physique, c'est un système. C'est le colon. Dès qu'il dit c'est le colon, il dit c'est le colonialisme. Et donc, il comprend que derrière cette personne qui l'écrase, il y a un système de type économique, politique, etc., qui est derrière. C'est quand lui va nommer l'autre, non pas dans une relation fantasmatique, celle que l'Occident est là. C'est-à-dire, on va dire l'Occident. Non, c'est pas l'Occident, c'est le colonialisme. Et le colonialisme, c'est pas en général, c'est un système économique et social. Bien sûr, quand je dis ça, il faut tenir compte du fait que parmi les gens qui désignent le colonialisme, qui disent le nom, qui vont entrer dans la lutte, qui sont des élites, même lorsqu'ils sont analphabètes, ils ne comprennent pas le colonialisme, tous de la même façon et au même niveau. Évidemment, Samir Amin comprend le colonialisme de façon infiniment plus élaborée, plus développée que le paysan guerriero. Il comprend plus en détail, mais il est désigné. Demain, ceux-là, c'est des élites. Ils peuvent entraîner la masse derrière eux, ça s'est passé en Algérie. Mais dans la grande masse, dans la phase numéro 2, celle de s'en prendre à son congénère, le premier besoin, il est impérieux. Mais alors c'est un besoin qui taillade l'homme, c'est de sortir de sa condition d'indigène. Il faut qu'il sorte de cette identité qu'il a rabaissée en s'adressant à sa congénère. Quand l'arabe dit à l'arabe sale arabe, le nègre dit au nègre sale nègre, c'est parce qu'il n'a plus qu'une seule envie, mais qu'une seule obsession. C'est sortir de son identité. Et donc il va être ici, en attente d'une identité de substitution. S'en sortir. Et on ne peut pas s'en sortir si on n'arrive pas à compenser cette identité qui était le lien social qui nous attachait à une famille, une tribu, un clan, un pays, une société, une culture, une religion, mais qui précisément nous font mal. Donc cette condition coloniale, on en veut à son père d'être un arabe. Mais pendant l'époque coloniale, mais on a vu ça. C'est avec les élèves qui étaient avec nous.
et qui commençaient à vouloir que leur papa, analphabète là, ait pu être comme le papa du petit Français. D'ailleurs, que nous ne connaissions pas. Nous ne savions pas si nos condisciples de les élèves avec nous, l'école qui étaient des petits pieds noirs, si leurs parents étaient cultivés ou pas. Non, on le supposait. C'était pas sûr. Mais on était des enfants. Et donc, le besoin le plus impérieux, c'est d'aller vers une autre identité. C'est cela à l'intérieur. Alors, les identités de compensation, ce sont des identités inventées. Bien sûr, elles ne sont pas dans l'ordre naturel. Les femmes algériennes, Chaoui, Kabyle, Tlemcenienne, Oranaise, Nabi, va vivre tous les jours dans sa culture, à tisser, à préparer le repas, à éduquer, à élever les enfants, à raconter des contes, à transmettre la culture, sans se poser ces questions, c'est pas... Et l'homme aussi, il a son travail. Et ceux qui vont se poser ces questions, ce sont parmi les gens qui vivent mal leur identité dégradée par les autres, ce sont les intellectuels. Ce sont les intellectuels. C'est les premiers à vouloir à la fois expliquer les origines de la condition du colonisé et donc automatiquement, ipso facto, proposer l'identité pour s'en sortir. Et là, on commence à se développer les identités de substitution. En Algérie, bon, nous avons deux grands moments historiques. Celui de Malik Ben Abi, quand il se pose la question de comment nous en sommes arrivés là. Qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'ils sont venus, nous ont colonisés? Il a trouvé la solution. On va trouver la cause et la solution. Nous en sommes arrivés là parce que nous avons perdu le contact avec les valeurs de nos origines. Et ces premiers, c'était l'islam. Le Coran, le miracle coranique, la religion, l'éducation coranique et musulmane, qui auraient fait de nous des hommes à la fois de raison et à la fois des hommes capables d'être de leur époque, de leur temps. Pour le groupe des instituteurs, si vous voulez, si tu veux, dans le leader dans les années 1920 et des années, les maîtres auxiliaires, ce n'est pas les instituteurs. Parce qu'ils n'avaient pas le droit, les Algériens, d'être instituteurs dans ces années-là. Ils ne pouvaient être que maîtres auxiliaires avec le même diplôme. Hein. C'est-à-dire, ils sortent de Bouzaria avec le même diplôme que son condisciple Pierre Noir. Et il est maître auxiliaire, il n'est pas institut. Il fait que le même diplôme. Bon. Pour ce groupe, t'as le maître auxiliaire, donc c'est ça, en 1920, il crée une revue et puis il commence à discuter de comment nous en sommes arrivés là. Comment est-ce que nous avons été dominés. Tout comme Belk Ben Abi. Mais eux, ils trouvaient notre réponse. Et notre explication, notre réponse, c'est parce que nous avons rompu avec nos origines romaines et berbères. Parce qu'il y a eu un âge d'or romain. Âge d'or romain, bon, qui est un âge d'or selon eux, dans lequel nous avons eu des rois berbères. Juma II, avec toute Yanni le Coran. Enfin, l'image positive qu'on fait de lui, comme savant, comme lettré, ou Omerto, physiologique. Cette période, donc, longue période où nous avons eu des royaumes berbères, dans
la filiation est connue, c'est-à-dire Gaïa, Massinissa, Jugurtha. À l'est, c'est les Massides, chez les Massaïcides, ça a été les Sifax. Sifax. Oui, Sigus. Il y a Sifax et Sigus à l'ouest. Bon, et puis Douma, c'est avant qu'il y ait l'occupation romaine totale du territoire. Donc c'est avant le 1er siècle, c'est entre le 2e et le 1er siècle. Et c'était un âge d'or pour eux. C'était un âge d'or pour eux. Et donc c'est en renouant avec le passé latin que nous pouvons revenir que nous pouvons nous en sortir, nous sortir de cette condition de coloniser. Bon, le problème, c'est qu'il y a un raccourci là-dedans. Nous, l'Algérie n'a pas eu de passé latin. L'Algérie a eu un passé avec le latin. Et c'est là où se trouve la première origine du berbérisme, comme chez Malek Ben Abi se trouve une des origines, mais pas la seule, de l'islam politique, c'est-à-dire d'une pensée politique qui passe entièrement à travers les grilles de la religion, à travers le langage de code de la religion. Lui, il a écrit en français, bon, évidemment, il était bilingue parfait, mais il a beaucoup écrit en français. Bon, j'ai dit, c'est pas la seule source de la pensée islamique, c'est parce qu'il y a eu dans la langue arabe, il y a eu Ibn Banis, il y a eu Mohamed Abdo qui est venu en Algérie, il y a eu tout le courant, à la fois islahiste, à la suite de l'Afghani et de Mohamed Abdo, et puis plus tard le développement. Et donc, on peut ici remarquer que ces identités de remplacement, et qui sont en même temps des idées de compensation, sont des mythes anticoloniaux quand il s'agit des identités reliées à la religion. C'est des mythes anticoloniaux, la glorification de l'Andalousie, des Omeyyades, des Abbasides, dans l'ancienne civilisation, et c'est un effet miroir par rapport à ceux qui l'ont dégradé. C'est-à-dire, nous avons été une grande, et là le mythe il est totalement anticolonial. Par contre, ce que tu remarques tout de suite dans le mythe latin, c'est que c'est un mythe colonial. Parce que le mythe colonial lui-même dit qu'il n'y a pas eu d'Algérie. Ça n'a pas existé. Il n'y a rien eu d'Algérie. C'était le vide, le désordre, les invasions, sauf pendant la période latine. Et Gzel et d'autres intellectuels et historiens coloniaux ont bien souligné ça. La seule période où on peut parler en Algérie d'une culture, d'un État, d'une civilisation, c'est la période latine. Alors nous sommes ici donc face à des luttes de type culturel, politico-culturel, dans laquelle l'identité n'est plus uniquement dans une relation avec les structures sociales, mais avec la politique. C'est que dès que on revendique une identité, on revendique un État. C'est pas la même chose que dire je suis maintenant. Pas du tout. Quand on dit je suis un Nazir, c'est qu'on veut n'être pas un Nazir. Quand on dit je suis musulman, c'est qu'on veut un État islamique. Quand on dit je suis arabe, c'est une revendication d'un État arabe. Ou à connotation un Nazir, musulman ou arabe. La connotation dominante. Le problème, c'est quand on dit je suis algérien, c'est rien de tout ça. C'est tout ça plus quelque chose.
C'est tout ça, c'est en même temps qu'on on dit je suis algérien, c'est l'identité à partir de laquelle nous nous sommes rassemblés, organisés, et nous nous sommes battus contre le colonialisme français. Donc on n'avait pas cette identité-là algérienne. Les combats ont été menés séparément, région par région, cycle par cycle. الفعاليس فاقسنطينة بعد la Kabylie, بعد قبل la Kabylie, comment elle s'appelle هذاك Zaatcha, il y a eu. Le combat, il a été le combat, c'est les concentrations à l'armée française, elles ont pu se concentrer sur un point, un seul point, où il y avait la résistance. Bon, il faut quand même nuancer, c'est-à-dire que Zaatcha, ils avaient des liens avec l'Emir Abdelkader, avec le Berkani, avec même les Salem, etc. Mais c'était des liens qui n'avaient pas permis d'avoir une ossature. Alors aujourd'hui, ça se développe et cette identité, la négation de cette identité à l'Algérie va très très loin. Alors par exemple, pour affaiblir l'identité algérienne, bon, on nous dit voilà, l'Algérie c'est la France qui l'a créée. Elle a tracé des frontières, c'est la France. Bon, d'accord, on note ce qu'ils ont dit. L'autre, il parle de Temsra. Voilà, il y avait une identité unique qui c'était toute l'Afrique du Nord. Et donc ça va des îles Canaries à Tessiouas. Il y a en 2017, le 31 mai 2017, ils reprennent dans une déclaration d'Al Ibrahimi. Al Ibrahimi qui est interrogé sur le Hirak, ce qui s'est passé au Maroc, dans les montagnes du Maroc, interrogé, bon, qu'est-ce qu'il faut s'en penser? Il dit qu'il ne sait pas très bien ce qui se passe, mais il dit quelque chose de très grave. Il dit l'indépendance de la Kabylie est la meilleure garantie pour l'indépendance de Temsra. Alors voici ce qu'il dit dans son intégral. Je ne connais pas très bien la géographie du Maroc pour cause de très anciens rideaux de fer imposés par deux régimes néocoloniaux à ces deux peuples. Mais j'ai comme l'impression que la répression contre les citoyens du Rif a réussi une forte solidarité de toutes les régions du Maroc. Ce faisant, je ne peux m'empêcher de me gratter sur une blessure nationale, vieille de 16 ans, et consécutive au silence de nos concitoyens. De l'Oued, de Mascara, de Batman, de Tiaret, de Tlemcen, d'Alger, d'Oran, Taman, de Ourgla, de Média, de Constantine, de Annaba, de Djidjil, de Tindouf, de Élysée, pourtant proches du cercle de représailles. Du si petit pays kabyle. Et pays, c'est avec un P majuscule. Du si petit pays kabyle qui va de Bouberdes à Bgaït, Sétif, où l'on a enregistré d'avril 2001 à 2003 127 citoyens, etc. Franchement, il y a des moments où on se surprend à penser à haute voix que l'indépendance de la Kabylie est peut-être le meilleur moyen, comme étape de la voie historique de la libération de notre unique Afrique du Nord, de ces régimes marabouts islamistes archaïques, décadents et valides du néocolonialisme. Et quand il parle de l'unique Afrique du Nord, il parle de ce concept qui a été, cette notion, qui est née il y a quelques années. Il y a quelques années, on entendait parler de Temsra. Et
cette identité Tamizra semble entraîner l'enthousiasme de beaucoup de jeunes pour un grand ensemble géopolitique et culturel qui serait une grande puissance. Revenons, est-ce que cette identité Tamizra, d'abord, qui c'est qui l'a sorti? C'est pas nous. C'est un concept, une notion, une identité qui a commencé à être avancée en France. Alors je vais revenir à cette identité. Elle a pour but d'abord de casser l'identité algérienne. Mais ce faisant, elle casse notre véritable identité historique. Reprenons l'année des faits. Depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ, et les alliances qu'a noué Gaïa avec les Phéniciens. Il a noué avec eux des alliances, il a envoyé ses enfants étudier à, la capitale Carthage. Il en a profité pour essayer de former des cadres et tout. Tous les documents attestent. Tous les documents historiques. Documents romains, c'est-à-dire que nous prenons chez l'ennemi, aussi bien que les documents qui sont des documents internes, c'est-à-dire des documents qui ont pu être élaborés, notamment après le 1er siècle, quand il y a eu développement de l'écriture en Algérie. De quoi ils attestent ces documents? Ils attestent qu'il y a un bloc qui va de la rivière de la Moulouya au Maroc, à la ligne Carthage vers le sud, un bloc qui est un bloc cohérent, dont les habitants s'appellent les Nimides, qui peuvent se battre entre eux. Dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, ils se battent entre eux, qui ont formé des États. Bon, on appelle des rois, donc les Aguilides. Non, ils ont formé des États qui étaient beaucoup plus forts que les petits États, où ils pouvaient avoir des Aguilides. Non, là, c'est de grands États. C'est Massinissa, ça va de la Tunisie jusque vers l'Est, vers l'Ouest, pardon. Et ils se disputent le territoire central entre Massinissa et Sifax, entre l'État fondé sur les Majaïs et l'Ouest. Et c'est des bagarres entre eux. Mais c'est des luttes entre deux royaumes pour la domination d'un seul territoire, qui est en gros celui qui va, je dis, entre la Moulouya et la Carthage. Tous les documents historiques romains en dehors attestent qu'il y a ici un peuple qui a en gros les mêmes qualités, qui s'appelle les Nimides. Dans les grands royaumes, que les grands royaumes ont essayé d'unifier sous leur autorité, dans des luttes. Et que ces luttes, d'ailleurs, entre ces deux grands centres, l'Est, à l'Est avec Constantine, etc., et l'Ouest, c'est-à-dire Sigus, avait pour but de dominer le même territoire. Ils parlaient en gros la même langue, qui est issue du libique, mais qui est différente du libique. Le libique, c'est la matrice, la langue première des langues berbères, comme l'araméen est la matrice des langues du Moyen-Orient, dans l'arabe, dans les Phéniciens aussi. Et que ces luttes ont été à la fois utilisées et par des puissances étrangères, les deux grandes puissances de l'époque, Carthage, qui avait développé ses relations avec les Berbères sur la base de l'échange commercial, un peu comme fait la Chine aujourd'hui à travers le monde, alors que les Romains, plus tard, après la défaite de Carthage, la destruction de Carthage, allaient, elles, occuper le territoire, c'est-à-dire coloniser les terres. Un peu
ce que font un peu partout les USA, mais aussi les pays de l'OTAN, occuper des territoires. L'Irak, la Syrie, près de chez nous, au Mali, au Tchad, tout près de chez nous. Et donc ils ont été pris dans des alliances internationales qui leur étaient des alliances obligées. Ces deux grands centres de la Méditerranée, Carthage et Rome, étaient réellement des puissances financières, techniques, économiques, commerciales. Et elles se sont affrontées aussi à travers nous. Alors, est-ce que ces frontières, elles correspondent en gros à nos frontières actuelles? Mais quand on prend déjà à l'époque ces buts, elles n'étaient pas dans la partie nord de l'actuelle Algérie. Ce n'est pas la partie de l'Atlas. Ce n'est pas Constantine et ce n'est pas la région de Sigus à l'ouest. Les mobilisations des tribus allaient bien au-delà du Tel. Et elles allaient vers le sud, jusqu'à la région de Biskra, Takfarinas. Pilement au sud. Et là, nous avons des documents qui montrent que, au-delà de la Moulouya vers l'ouest, et au-delà de la ligne de Carthage vers l'est, il n'y a eu ni combat commun, ni lutte commune, ni royaume commun, ni État commun, ni à l'est ni à l'ouest. Oui, bien sûr, ensuite, quand vient le Futuhat islamien, quand il y a l'expansion islamique, il a pu y avoir des royaumes qui ont dépassé les frontières que nous connaissons. Jamais longtemps. Le Mouahidé, le Mourabito, tout ce qu'on veut, ils ont pu, pendant quelques dizaines d'années, unifier de Marrakech à Qarouane en Tunisie, mais après, le socle, la cohérence revenait à son socle historique. Le Maroc donc a existé, et depuis toujours, comme unité territoriale de population, de culture et de politique différente de ce territoire qui était le territoire numide. Et à l'est, c'est la même chose. La Tunisie, elle a continué à exister en tant qu'entité, à la fois humaine, culturelle, politique, étatique. L'idée qu'il y ait par parler de Temzra dans l'Afrique, ça veut dire que historiquement, il y a eu un ensemble étatique qui a été décanaré à Siouès. Alors ça n'existe pas, Makench. C'est même le contraire qui est attesté, avec des récits, des documents de tout type, que ici, entre ces deux frontières, Carthage-Moulouya, il y a eu toujours un territoire cohérent avec des populations cohérentes avec leur culture et avec leurs valeurs. Et plus tard, quand l'Algérie va être colonisée, c'est ce même territoire sur lequel va s'organiser la résistance. Quels que soient les efforts, pour que le roi du Maroc le prenne sur son égide, ça n'a pas marché. Le Maroc a fonctionné comme étant une entité à part, qui a ses intérêts particuliers, différents de ceux de ce pays, de ce vieux pays numide. Et quand Emir Abdelkader va se battre contre les Français, sa résistance, elle va s'étendre au sud. Elle va aller très loin au sud, avec des difficultés, qui sont des difficultés d'ordre tribal, puisque les Ouled-Chir ne vont pas les suivre, mais pour des raisons particulières, etc. Qu'est-ce que je vais te dire? La seule chose
que nous voyons, qui est attesté à travers les écrits d'Ahmed Akash, à travers les écrits de frères, à travers les écrits des historiens romains, à travers le livre du professeur Djennas, c'est ce qui est attesté. Il y a une entité ancienne, millénaire, distincte de ces non-environnements qui s'appelle la Numidie et qui est l'ancien nom d'Algérie. Qu'on nous dise que l'Algérie a été inventée par la France, c'est un déni de l'histoire. Alors, à quoi ça sert? Ben, moi, je te le dis franchement, parler de Temza, c'est parler de nouvel État. C'est-à-dire, c'est programmer la mort de l'État algérien. Ça peut bien sûr, cette franchise peut ne pas plaire aux gens, mais je ne vois pas pourquoi je vais prendre des gants avec des gens qui préparent la destruction d'Algérie. Voilà ce que j'avais à te répondre sur cette question de l'identité. Et je conclurai maintenant en rappelant toute revendication d'identité est une revendication d'État, c'est-à-dire la création d'un nouveau pays. Et pour nous, ici, Algérie, la mort de l'État que notre guerre de libération nationale a permis d'édifier. Voilà. Merci.